Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Écoute bien, là. Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Michel nous apprenait la chute vertigineuse du titre d'Alstom qui a perdu 37% en espace d'une journée. Salut Michel. Bonjour Alexandre. C'est à se demander oui. à la suite de cet effondrement-là, là, quelle est la suite? Hein? Quelle est la suite? Ben, ce matin, il chutait encore d'à peu près 4%. Alors là, il est rendu à 12,86 €. Je rappelle, lorsque la Caisse a conclu son entente en février 2020, lorsque le PDG Charles Lemond nous a annoncé la grosse nouvelle, le titre de Alstom valait 48,70 €, donc en chute de 73% depuis ce temps-là. Et le placement de la Caisse, lui, de 4 milliards, ben, il a fondu de 60%. Donc, il en reste à peu près 1,4 milliard là. Alors, bon, évidemment, la grande question, bon, c'est une méchante chute, on le sait. Alors, pourquoi c'est arrivé? Évidemment, là, ça sort, les explications sortent au compte-gouttes par l'entremise des différents analystes qui suivent, évidemment, Alstom. Et on explique que, en fait, c'est que depuis l'acquisition de Bombardier Transport, donc, autrement dit, depuis le deal avec la Caisse de dépôt et de placement, qui est devenue, je le rappelle, le principal actionnaire quand même d'Alstom, de cette multinationale qui fabrique des trains globalement. Alors, depuis l'acquisition de Bombardier, il faut dire qu'Alstom est dans le trouble parce qu'il n'est pas capable de générer du cash pour ses actionnaires. Et puis là, c'est vraiment un problème de cash qui expliquerait la chute vertigineuse. Max, ce qui est étonnant, là, c'est qu'il faut dire que le carnet de commandes d'Alstom, il est rempli, vraiment rempli à ras-bord. Le problème, c'est que il fonctionne avec des marges qu'on qualifie de microscopiques. Okay. Autrement dit, il n'y a presque pas de marge de profit. Alors, la rentabilité est anémique et c'est ce qui explique pourquoi le titre, entre autres, a fortement chuté. Mais hier, c'est surtout le fait que on a annoncé qu'on avait un problème de cash, c'est-à-dire qu'on allait puiser dans les liquidités pour pouvoir renflouer, si l'on veut, l'entreprise. Ouais, et ça, les marchés n'aiment pas ça. Tu as vu la réaction des investisseurs. On s'entend, là, quand tu fais chuter un titre comme ça de 40% à l'espace d'une journée, c'est pas Alexandre et Michel Girard, là. Hein? C'est pas nous qui faisons chuter le titre. Ah ouais, c'est vraiment des grosses parts dans Alstom, mon Michel. Ce sont les grandes institutions financières, telles les caisses de dépôt de ce monde et les grands fonds communs de placement, dont les gestionnaires de la portefeuille ils disent « Oh, il me semble que ça, c'est pas fort, ça. » Donc, il y a des liquidations massives. Et bien, c'est sûr que, par contre, je rappelle, en bourse, il faut toujours savoir, il ne faut jamais oublier, Alexandre, c'est très important. Quand il y en a un qui vend, il y en a un qui achète. Hein? Oui, c'est en vrai. Bourse, donc, tu as un pessimiste puis tu as un optimiste. oui, c'est vrai, il y en a qui en profitent à ce moment-là. Oui, sauf que c'est plus facile d'être optimiste quand le titre a chuté de 40%. Ça coûte moins cher d'être optimiste dans ce moment-là. Ça coûte moins cher. Le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va se rendre, cette chute-là. Ben, c'est ça, la dégringolade. Croisons les doigts là, pour qu'on ait touché le plancher puis qu'après ça, ça aille beaucoup mieux. Mettons que nous, les Québécois, on a beaucoup d'argent au bâton là-dedans. Là. Oui, on a intérêt à ce que ça remonte, c'est clair. Michel, on parle beaucoup de... Surtout si on veut que nos dirigeants de la Caisse puissent encore recevoir des primes. Ben oui. Parce que les temps sont durs pour eux aussi, là, pour mettre de la nourriture sur leur grande table. Michel, je regardais les chiffres de la construction des mises en chantier. Moi, dire en affaires, ça fait pitié à Montréal. On parle beaucoup de crise du logement, puis il se bâtit pas grand-chose. Ben oui, alors c'est ça, évidemment, c'est une méchante nouvelle hier qui est sortie. Là. Alors, et les statistiques viennent de la CHL, donc comme la CHL s'y connaît un petit peu en construction et dans le secteur immobilier, n'est-ce pas? Donc, on va les croire. Ben oui, une chute de 58% lors du premier trimestre par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que des 6 grandes régions
métropolitaine au Canada, c'est ici qu'on est dans le trouble. C'est ici qu'on est le plus dans le trouble. Parce qu'à Toronto et Vancouver, ça reste positif, là, entre autres. Là. Mais nous, donc, on est la pire grande région métropolitaine au niveau de la construction. Mais ce qui est étonnant, ce qui m'a frappé dans cette nouvelle-là, c'est qu'il faut savoir que des logements neufs, on en a construit dans la grande région de Montréal. Mais le problème, c'est qu'il y a 52% des logements neufs qu'on a construits qui ne sont pas vendus à cause des prix. C'est trop cher. Ça a augmenté fortement. Ah oui. Et en plus de ça, tu as les hypothèques qui ont fortement augmenté. Donc, tout le prix de la bâtisse du logement coûte beaucoup plus cher. Puis en plus, ça te coûte beaucoup plus cher pour le financer. Et puis t'es pogné avec l'inflation, ça te coûte plus cher partout. Par conséquent, ce bassin de logements, écoute, 52% là, des nouveaux logements, ils n'ont pas encore été vendus. Donc, on a comme un sacré problème. On ne construit pas, puis on n'est pas capable de vendre les nouveaux. Ça va bien, hein? Merci, Michel. Salut, oui.